Le premier invité de ce matin, c'est Godefroid Mwamba Mushimpaku. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président d'une formation politique. Oui. Voilà. Si vous pouvez nous éclairer, le cycle est un peu long. Compliqué, oui. Oui. C'est l'Alliance nationale des fédéralistes kunguistes. Ah, donc, vous êtes les babistes. Oui, nous sommes les kunguistes, les Baba, Baba du Katanga, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés. Nous sommes ses enfants politiques. Alors, c'est un parti qui est issu de son parti. C'est un parti qui est issu de la désunion de l'UNAFEC. Après sa mort. Après sa mort, évidemment. Pourquoi vous ne pouviez pas rester unis autour des valeurs que prenait Kyungu? Vous divisez pour créer un autre parti? Le contexte et les circonstances ne nous ont pas permis de rester ensemble. On ne sait pas aller dans les détails de ces circonstances. Mais néanmoins, nous disons que nous avons voulu porter les idéaux de Baba dans ce qui est de positif dans son parcours politique. Ça veut dire le nationalisme, c'est pourquoi nous sommes une alliance nationale. Les fédéralistes, c'est pourquoi nous sommes l'Alliance nationale des fédéralistes et kunguistes, aussi parce qu'il a été d'un courage exceptionnel depuis le début de sa politique, de la création de l'UDPS, que vous connaissez. Il était parmi les 13 parlementaires qui s'étaient dressés contre la dictature de Mobutu, et il a eu à subir dans sa chair toutes les brimades qui ont été réservées aux 13 parlementaires qui sont ses amis, Etienne Tshisekedi, Lumbu Maloba, Lusangangele et tous les autres que vous connaissez, sans oublier leur président Frédéric Ibassa-Maliba. Gabriel Kyungu, à part tout ce qu'il y a eu dans la vie et qui avait bien voulu que les Congolais dans le sud-est puissent davantage voir les choses dans la même direction. Oui. On a tout dit. Et voilà, paix à son âme. Nous allons parler de ces prévisions budgétaires. Nous sommes très ambitieux, 14 milliards. Avant d'arriver à ce qu'on appelle train de vie des institutions, est-ce que ce ne sont pas des ambitions démesurées? Non, non, 14 milliards. Non, il faut suivre la démarche du gouvernement. Et je félicite beaucoup le Premier ministre. En fait, c'est sur la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Le gouvernement a été très prudent. Sinon, ce budget aurait été de plus de 20 milliards de dollars. D'abord, la première chose, quand vous lisez le projet du budget, vous allez constater qu'ils ont fait l'état des lieux de l'économie mondiale. Et l'état des lieux de l'économie mondiale, peut-être que c'est ce qui vous appelle à la prudence, l'état général de l'économie mondiale est à la régression. Mais dans notre pays, nous avons une exception. L'exception est que nous sommes le grenier du monde. Ça veut dire quand partout, par exemple, quand il y a la guerre en URSS, plutôt en Russie contre l'Ukraine, ils sont en train de détruire les armes. Toutes ces armes-là vont être renouvelées. Ça veut dire que la demande mondiale dans les produits miniers va être exponentielle. Quand on parle du climat et que demain... Mais vous connaissez comment c'est pour rester au niveau de la demande en termes de produits miniers? Eh bien, c'est le pillage. Vous connaissez comment c'est exploité. Ce n'est pas le pillage parce qu'il y a un code minier qui réglemente. C'est une méchanceté sans précédent. Est-ce que ce code est mis en application? Ça, c'est un effort que nous devons faire pour que ça soit intégralement mis en application. Mais je vous dis qu'à plus de 50%, c'est mis en application. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui dans la République démocratique du Congo répondent à des lois bien précises qui ont été étudiées. Mais est-ce que ces lois sont appliquées à 100%? Non. Là, il se pose le problème de ceux qui sont chargés d'administrer le code. Et je pense que si nous voyons d'une manière linéaire,
depuis le code de 2002 jusqu'à la révision de 2018, jusqu'à aujourd'hui, il y a une progression. Il ne faudrait pas que nous, les Congolais, nous soyons habitués à des miracles. Il n'y a pas de miracle, parce qu'il s'agit des hommes et des institutions. Et dans tout ça, ces hommes sont perfectibles. Le Congo n'a que 10%, non? Il y a 10%, parce que toutes les redevances et tout ça, ça c'est autre chose. Il faut aller jusqu'aux plans sociaux, il faut aller jusqu'aux études de faisabilité et les plans sociaux et environnementaux. Si vous voulez faire cette sommation-là, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui que nous puissions le faire. Mais sinon, si on consacre du temps, il y a plus spécialistes que moi pour vous le dire. Je referme la parenthèse. Merci beaucoup. Vous étiez en train de parler de la demande exponentielle en termes de produits miniers, nous en tant que grenier du monde, et vous abordiez il y a quelques minutes le volet environnemental. Oui. Le volet, avant même d'aborder le volet environnemental, il faut ici exprimer la vision du chef de l'État, qui est celle de la transformation des produits miniers dans notre pays. Et vous savez qu'il y a l'implantation d'une industrie de raffinerie au niveau du Sud Kivu, sous l'impulsion du chef de l'État. Sous l'impulsion du chef de l'État, ça c'est la raffinerie de l'or. Oui, la raffinerie de l'or. Mais le cobalt, est-ce qu'on est dans le processus avec les Chinois? Non, pas avec les Chinois. Vous avez vu, le chef de l'État s'est déplacé vers la Zambie et même dans le sud du Katanga pour le projet de la fabrication des batteries sur place. J'ai dit que je ne suis pas attitré pour le dire. Il y a des gens plus outillés que moi. Je ne veux pas aller en profondeur sur ce sujet. Mais cependant, si on parle du budget, j'ai évoqué ça pour démontrer que la demande en minerais va toujours croissant. C'est vrai qu'il y a la guerre en Ukraine, où il y a des destructions de matériel de guerre, où la demande va augmenter. La demande augmente aussi parce qu'il y a les choix climatiques que nous avons faits. C'est celui de passer du véhicule à carburant, comme nous le connaissons, au véhicule à batterie. Ça va se faire d'ici 2050 sur toute la planète. Il va y avoir diminution des véhicules à carburant fossile, mais nous allons vers des énergies vertes. Et ces énergies vertes, c'est effectivement avec le cobalt, avec le lithium et ainsi de suite, ceux qui appartiennent au Congo. Je disais que c'est sur base de cette... C'est dans une approche prospective. Ce n'est pas des atouts dont l'impact sera visible, palpable en 2023. Non. Donc dans quelques mois. L'impact sera aussi, parce que l'impact est linéaire, il est croissant. Il ne faut pas qu'on pense, c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas que les Congolais s'habituent au miracle. Il n'y aura jamais de miracle. Tout se fait au moment et en temps. Aujourd'hui, un homme comme vous êtes, comme je suis, s'il faut me transformer, ce n'est pas du jour au lendemain parce que j'ai l'âge que j'ai. Mais par contre, c'est qu'on investit dans la jeunesse, dans 10 ans, ils vont avoir peut-être notre âge, et en ce moment-là, ce qu'on investit aujourd'hui à ce jeune-là va apporter des fruits beaucoup plus grands. Ma transformation à moi, à cet âge, est difficile que la transformation d'un enfant qu'on est en train de faire grandir. Donc il faudrait que les Congolais comprennent que l'évolution de leur société, le changement de leur vie, ne dépendra pas d'un miracle, mais ça dépendra d'une transformation de nos structures et de nos hommes, chose qui ne peut pas se faire par un bâton magique. Nous avons détruit notre économie pendant la dictature, mais nous avons pris du temps, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce que l'économie s'est effondrée. Ça a pris 30 ans pour que nous arrivions à effondrer totalement notre économie. Et maintenant, la remontée est en train de se faire. Je comprends l'impatience de notre peuple, mais il faut que chaque chose aille en son temps. D'ailleurs, à Kinshasa, on dit Lona Lelo, Buka Lelo, Lia Lelo, Lamba Lelo et Zalagate. La culture de la cueillette. Oui, c'est la culture de la cueillette. Il faut qu'on ait des perspectives. Si nous n'avons pas de perspectives, il n'y aura pas d'amélioration de notre société et nous allons mourir pauvres parce que nous ne croyons même pas que demain va s'améliorer. J'admire votre optimisme lorsqu'on parle de ces prévisions budgétaires et volet mobilisation, au-delà des régies financières, fiscales et non fiscales ou parafiscales, il y a justement ce souci sur le plan. Nous sommes le deuxième poumon forestier ou le poumon massif de la planète.
mais nous ne tirons pas profit de ce que nous avons, de ce que nous faisons pour le monde, parce que même on est maintenant en première position, bien avant l'Amazonie, parce que notre tourbière absorbe beaucoup plus les CO2. Ouais. Vraiment CO2. Alors, comment allons-nous compter sur un tel atout lorsque nous ne faisons que pleurer face aux gros pollueurs qui sont têtus et qui ne veulent pas écouter nos plaintes? Monsieur Fabien, on dit à chaque temps son rythme. Je pense que nous, Congolais, nous sommes beaucoup plus satisfaits quand nous pleurons de ce que nous avons et nous nous réjouissons très peu de ce que nous avons déjà réalisé. Permettez-moi de commencer par ce que nous avons réalisé. Vous avez suivi le ministre des Mines, M. Nicolas Kazadi, qui venait... Le ministre des Finances, c'est Kazadi. Plutôt, oui, oui. Le ministre des Mines, c'est Madame Antoinette, oui, Samba Kalambaye. Oui, elle aussi, elle a fait réaliser beaucoup de recettes. Quand on parle de mobilisation des recettes, le secteur minier, c'est le secteur qui a apporté beaucoup plus. Je voulais dire, le ministre des Finances, qui nous a dit que le budget de l'État, donc le budget de 2022, la réalisation de recettes est allée au-delà des prévisions. Déjà, vers juillet, on était à 111% de réalisation de recettes. Donc nous avons dépassé les prévisions. Et selon sa propre projection, nous allons atteindre fin 2022 avec 150% des recettes réalisées. D'abord ça, mais l'impact, s'il vous plaît, l'impact traîne à se faire sentir dans l'assiette du Congolais. J'y reviendrai, je vais satisfaire cette curiosité. Il y a des grèves un peu partout. Oui, oui. Vous sentez que... je vais y revenir. Monsieur Fabien, c'est pour ça que je suis venu. Je vais y revenir pour démontrer, mais d'abord, je vais apprendre au peuple congolais de se réjouir de ce qu'il a. Nous avons réalisé 150% des recettes sans les tourbières. Je vais rentrer aux tourbières par la suite. Oui. Donc ça démontre que nous avons travaillé. Et quand nous avons travaillé, que nous avons produit, il faut s'en réjouir. Il ne faut pas toujours rester cloîtré vers le négatif. Ce que nous avons gagné 50% de plus sur les recettes qui ont été prévues cette année. C'est ce qui fait que le budget a augmenté. Et le gouvernement a été très prudent pour ne pas augmenter n'importe comment le budget. C'est ainsi que nous sommes passés, par exemple, de 2018, 5,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à prévision de 14 millions de dollars, de 14 milliards de dollars. Les ressources propres sont estimés à combien? Je ne veux pas aller dans ces détails parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Si nous entrons à l'intérieur, nous n'allons pas répondre à la question pourquoi la population ne mange pas, pourquoi la population ne vit pas. Je pose toutes ces questions parce que je sens que vous avez une connaissance large dans ce domaine et je sens que vous avez assez de jus. Alors, je reviens à cette question. La tourbière. Oui, tourbière. Nous conservons, c'est-à-dire nous absorbons par notre nature, nos forêts, tourbières, les gaz à effet de serre, mais on n'en tire pas profit. Les gros pollueurs ne nous écoutent pas. Nous ne faisons que râler. Nous ne faisons pas que râler. La pré-COP 27 se tient chez nous depuis hier, en attendant le rendez-vous d'Égypte. Oui, la pré-COP, c'est une chose, mais il faut voir la vision du chef de l'État telle qu'elle est. Il n'a pas attendu qu'on puisse avoir tout à partir de la conservation de nos produits sans pouvoir les transformer et attendre qu'on nous paye par le carbone. Quand le chef de l'État a compris que le monde est en train de balancer et de se jouer de la République démocratique du Congo, il a décidé de mettre à l'offre les 30 blocs. Les 30 blocs, dont 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Donc, qu'à cela ne tienne, nous avons une option et nous avons deux options. L'option de garder ce que nous pouvons garder pour qu'on puisse avoir les recettes à partir du recyclage de carbone. Et de l'autre côté, nous avons l'exploitation de nos propres matières. Ce que le chef a fait très bien en mettant en place les offres de 30 blocs et aussi en décidant de financer la recherche géologique à travers le service géologique national. Et comme vous savez, le chef de l'État et le gouvernement ont signé un contrat avec X-Carbure de plus ou moins 62 millions de dollars pour la prospection dans le Kasaï, au nord Katanga et au nord Ubangi.
prospection, parenthèse, je rebondis dessus. Prospection, pourquoi avant prospection, on nous parle déjà des découvertes, des gisements importants, des cuivres, de cobalt, de lithium, des nickel dans le Kasaï, alors que les géologues ne sont pas encore à l'œuvre? Non, il faut différencier. Il y a le langage de Monsieur Tout-le-Monde et il y a le langage technique. Oui. Monsieur Tout-le-Monde peut ramasser un caillou qui ressemble à la malachite, c'est un signe qu'il y a le cuivre dans la profondeur. Mais ça, c'est une chose, c'est un langage courant. Mais par contre, les techniciens, lui, quand il voit ce caillou, il va vers le service géologique national et le service géologique national met en place un plan de prospection et dans cette prospection-là, on approfondit ce qui a été vu à la superficie et on va jusqu'à quantifier au besoin ce qu'il y a comme réserve et le jugement et même l'étude des faits. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le service géologique qui le fait, mais quand on va dans l'investigation, on doit arriver jusqu'à déterminer la grandeur du gisement et la rentabilité économique de ce gisement-là. Et donc, ça, c'est les déploiements des techniciens, c'est pour bientôt? C'est pour bientôt parce que le gouvernement a déjà versé une part de contribution au niveau de l'entreprise X-Carburant. Très bien. Vous êtes un ancien journaliste à la presse écrite, vous avez des connaissances larges, on sent que vous touchez un peu à tout. Voilà pourquoi on est à l'aise quand on est en face de vous. Nous revenons justement à nos cris, les cris qui ne sont pas entendus. Mais vous avez dit que le président anticipait. Oui. Mais dans la vente de ces blocs pétroliers et gaziers, les pressions sont devenues énormes. En Europe, autrefois, en mission, j'ai senti vraiment, parmi les interlocuteurs, ces pressions énormes et sur le président et sur le gouvernement, notamment pour le parc de Virunga. Greenpeace est ici, sponsorisé par des grands. Les pressions s'intensifient. Est-ce que ça sera possible de réaliser la vente de ces blocs pétroliers et gaziers? Je pense que la détermination du chef de l'État est la réponse à votre préoccupation. Vous savez, l'ancien chef de l'État, Mobutu, bien que dictateur, il n'a pas cessé de dire qu'il n'est pas facile d'être le Congo. Et heureusement que cette fois-ci, nous avons un président qui est géant dans tout le sens du terme. Et je crois en lui et je pense que cela va se réaliser. Non seulement que cela va se réaliser, mais cela permettra à ce qu'on prenne au sérieux la demande de la République démocratique du Congo d'être le purificateur de la respiration mondiale. Est-ce que le président ne fera pas marche arrière pour certains blocs pétroliers et gaziers, surtout Parc de Virunga et tant d'autres, parce que vous sentez que ça peut nous coûter cher aussi? D'abord, je sais qu'en tant que colosse, il a la détermination. C'est quelqu'un qui a fait autant d'années dans l'opposition. Il connaît ce qu'il sait, il a des idées. Donc, je ne le vois pas décrocher parce qu'on lui a fait des chantages. Mais cependant, il faut le dire, nous ne disons pas que l'exploitation minière, en fait, l'exploitation gazière ou des hydrocarbures ou minières va détruire l'environnement. Parce qu'à chaque exploitation, il y a un plan d'environnement. Il y a un plan de faisabilité dans lequel il y a des aspects environnementaux qui sont déjà pris en charge. Vous savez qu'il y a des ONG qui déboursent même, qui font circuler de l'argent pour pouvoir racheter la conscience du peuple afin de l'amener à s'opposer à ce plan. Je pense qu'en République démocratique du Congo, il y a plus de nationaux, il y a plus de patriotes, des nationalistes que ceux qui sont vendus. Et la République démocratique du Congo elle-même déjà, elle a pris des normes et il a fait des lois qui font que déjà la pollution de l'environnement est combattue par le gouvernement. Il y a une agence de l'environnement qui suit toutes les exploitations à toutes les étapes, de la prospection à la production et même à la réhabilitation des sites. Ça ne peut pas créer de la peur. Ça ne crée de la peur que dans le chef de ceux qui ont des agendas difficiles. Et comme le chef de l'État est assez colosse à ce niveau-là, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des foyers de tension qu'on est en train de créer à travers le pays pour distraire le gouvernement, pour distraire le chef de l'État dans sa détermination de faire de la République démocratique du Congo une puissance mondiale.
Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Voilà. Vous savez aussi, on commence des choses, ça prend du temps pour les commencer, on lance des choses, mais ça prend du temps pour les voir commencer. Travaux de construction du port en eau profonde, ça n'a pas encore commencé. Il semble que le partenaire voulait avoir la même mise sur le port de Mwanda, et plutôt le port de Matadi et celui de Boma, il semble. Et c'est ce qui ferait retarder le début des travaux, dédommager également ou indemniser les communautés locales. À Mwanda, ça pose encore problème. Et l'hydrogène à Matadi et Inga, les Australiens, depuis que c'est lancé, rien n'a démarré. Alors finalement, là, si on tient compte de tous ces atouts, de tout ce qu'on venait de décrire, nous sommes un pays qui peut avoir un budget de 100 milliards de dollars. Oui. Oui. 100 milliards de dollars. Oui, alors, possible. 14 milliards, une goutte d'eau dans la mer. Une goutte d'eau dans la mer, c'est vrai. Mais si nous reculons à l'arrivée de Mzee Laurent Désiré Kabila, je pense que c'était 20 fois moins que ces 14 milliards de dollars. C'est pourquoi j'en appelle aux Congolais de comprendre que chaque chose a son temps. On ne brûle pas les étapes. Toutes les nations qui sont grandes aujourd'hui sont passées par aussi des étapes difficiles. Il ne faudrait pas que notre vie soit le baromètre de l'évolution de notre économie. Un homme ne vit que 100 ans. C'est rien. Par rapport à la construction d'une économie de puissance comme les États-Unis, une économie de puissance comme le Japon. Chez nous, c'est 55 ans. Comment on appelle l'espérance de vie. L'espérance de vie. Oui. C'est 55 ans. La population, plus de la moitié de la population congolaise a 14 ans. Oui, mais pourquoi nous devrons limiter la vie de toute la République, de la nation congolaise sur notre propre vie? Ça, c'est avoir une vision courte. Ce que nous faisons aujourd'hui devrait être pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous ne devrions pas investir aujourd'hui pour nous-mêmes. Parce que déjà, à cet âge, combien d'années il nous reste à vivre? Alors, on mobilise. Selon Kazadi Nicolas, oui. Avant la fin de cette année, on arrivera à combien? À 150% de la réalisation de recettes. De la réalisation des recettes prévues. Alors, ça traîne l'impact dans l'assiette du Congolais. Voilà. Le petit poisson maigre, chinchard, c'est celui qui est là. Par moment, il est là, par moment, il manque. Vous mobilisez l'argent, mais le peuple souffre. Le peuple ne voit pas clair. Vous mobilisez pour qui? Pour les institutions dont le train de vie, décrié par même certains élus, parlons-en quand même. Est-ce que ça va changer? Ça changera. Mais donnez-moi le temps d'expliquer un petit peu oui. L'utilisation de ces 50% de surplus, oui. Selon le ministre des Finances, que j'ai suivi religieusement sur une chaîne locale. Et je reviendrai sur le budget avant d'atteindre cette question fondamentale de l'assiette du Congolais. Assez rapidement. Donc, je commence par dire qu'il a dit lui-même que 50% sont répartis en 3 séquences. Oui. La première partie, elle est destinée aux investissements. La première partie. La deuxième partie, elle est destinée au social. Ça veut dire l'éducation fondamentale gratuite. Maintenant, on est en train d'aller vers la couverture médicale universelle. La dernière partie, elle aussi, elle va financer la dette intérieure. Qui finance la dette intérieure donne des moyens aux entreprises afin que ces entreprises puissent engager du personnel et réaliser du profit. Donc, avec ces 3 axes, le ministre des Finances nous a donné la vision du chef de l'État et cette vision va nous donner demain de quoi remplir l'assiette du Congolais. Mais je ne m'arrête pas là. Parce que déjà avec 14 milliards de dollars qu'ils ont prévus cette année, nous allons atteindre certains objectifs sociaux. Mais cependant, quand bien même je suis tout à fait d'accord avec cette progression de 5,7 milliards de dollars en 2018, aujourd'hui, nous sommes à presque 14 milliards de dollars. Ce n'est pas suffisant, c'est vrai, mais c'est un pas de géant que nous venons de réaliser et il faut que les Congolais puissent s'en réjouir. De deux, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas ça dans leur assiette?
C'est tout à fait simple. Quand vous lisez le budget que nous avons, il faudrait que tous Congolais nous comprenions que ce budget est un budget de l'État, du gouvernement central. Ça, c'est notre rapport à nous, en tant qu'ANAFEC. Nous disons, parce que nous sommes de l'Union sacrée, nous disons qu'on fasse très attention sur le budget. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a des principes. Quand vous prenez la loi 11/011 du 13 juillet 2011, vous allez constater qu'il y a des principes qui c'est sur cette loi qu'on s'est basé pour construire le budget, élaborer le budget actuel. Et si vous prenez le budget, la toute première page de l'introduction évoque cette loi. C'est pourquoi elle est très importante dans l'élaboration de ce budget-là. Mais quand je pars au principe, quand vous prenez le titre 2 de cette loi, le principe budgétaire, il y a le le deuxième principe, c'est le principe de l'unité. Je vais le lire et vous allez voir pourquoi est-ce que le petit poisson n'est pas encore tombé ou le gros poisson n'est pas encore tombé dans l'assiette du Congolais. Ce petit poisson devient même, se rarifie dans l'assiette du Congolais. Je vais vous expliquer. Les damnés de la terre. Je vais vous expliquer. Et oui, si on tient compte de notre apport à ce budget, vous verrez que dans moins d'une année, ça va marcher. Mais je vais d'abord vous lire le principe à l'article 6 du chapitre 2 qui parle de l'unité comme principe du budget. Article 6. Le pouvoir central, la province ou l'entité territoriale décentralisée présente, chacun en ce qui le concerne, on parle du budget, chacun en ce qui le concerne, et dans un document unique, toutes les ressources et toutes les charges afférentes à une année. Le budget de l'entité territoriale décentralisée est intégré en recettes et en dépenses dans le budget de la province pour constituer le budget provincial. Les budgets provinciaux sont consolidés avec le budget du pouvoir central pour constituer le budget de l'État. Quand nous prenons le budget qui nous est proposé par notre excellent gouvernement, nous constatons qu'il n'y a pas de budget de province. Et c'est ce qui pose problème. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, s'il y a des engagements au niveau de du rajeunissement de l'administration, vous trouvez que c'est le gouvernement central qui engage beaucoup plus. Parce qu'il a le budget. Mais pourquoi on n'intègre pas dans ce budget national les budgets des provinces? Est-ce qu'on n'a pas, beaucoup misé sur le programme de développement à travers les 145 territoires? Voilà encore une autre bonne réalisation. Avec des milliards aussi qui vont être... Voilà une vision du chef de l'État qu'il faut consolider. Mais il ne faudrait pas considérer que c'est ça qui va développer exclusivement les territoires. Ici, quand nous lisons cette unicité du budget, on vous dit que la province doit avoir un budget qui intègre le budget des territoires et des communes. Un apport extérieur qui vient du budget central, c'est une très bonne chose. Mais le budget lui-même de l'entité territoriale décentralisée doit être réalisé. Je veux vous dire, je n'ai pas l'organisation de la Constitution ici. Nous avons 3 niveaux d'organisation de notre société. 3 articulations importantes. Nous avons le gouvernement central, nous avons le gouvernement provincial, nous avons l'entité territoriale décentralisée. À chaque niveau de notre pays, à chaque articulation de notre organisation, nous avons des attributions, des compétences. Et nous avons aussi des charges, et puis nous avons les moyens que l'État a mis à la disposition. Je prends le gouvernement central, nous avons tous ceux qui mobilisent les recettes, les DGI et tout ça. Vous avez le niveau provincial, il y a les DGRK et ainsi de suite. Vous avez le niveau territorial, c'est là où on a privé de moyens et c'est ça notre plaidoyer. Les territoires de notre pays, les communes dans nos villes n'ont plus jamais eu des budgets depuis longtemps. Et pourtant, quand nous prenons les communes, je prends les communes que je connais mieux, la commune de Limité par exemple, si on applique à cette commune un petit impôt qui est reconnu partout, parce que la Constitution dit à l'article 174 que tout habitant du Congo doit contribuer aux charges publiques. Pourquoi est-ce que nous, Congolais, vous allez trouver des gens qui ont été 60 ans, qui n'ont jamais contribué par quelque impôt que ce soit. Mais il est là pour dire que le gouvernement n'a pas fait. On vit gratuitement. Oui, nous vivons gratuitement. Et pourtant, nous ne comprenons pas que toute notre vie quotidienne est une charge pour l'État. Par exemple, la sécurité qui est une charge pour l'État.
On va dire que les Koulouna sont devenus nombreux, mais oui. Mais parce qu'on ne les prend pas en charge à partir du territoire ou à partir de la commune. Mais l'État lui-même n'honore pas ses engagements aussi. L'État, c'est qui? La dette intérieure. Oui. L'État doit aux Congolais. Nous venons de le dire. Et puis, l'État doit beaucoup d'argent, même à la SNEL, même à la Régie des eaux. Oui. Si vous allez dans ces institutions, vous verrez que l'État est parmi les plus mauvais payeurs. L'État a recommencé à honorer ses dettes. C'est pourquoi on a payé aussi la dette intérieure. Revenons au poisson dans l'assiette du Congolais. On termine par là. Oui, je vous disais que prenons la commune, la manière dont elle fonctionne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que tout doit être boosté par le pouvoir central. La commune elle-même a une source, par exemple, de recettes exclusivement communale. C'est l'impôt minimum personnel. L'impôt minimum personnel, si aujourd'hui on le fixe à 5 $, ça veut dire si je prends une commune comme celle de Limete, 800 000 habitants à peu près, et que s'il y a seulement 500 qui sont imposables, qui sont éligibles à cet impôt, nous aurons 2 500 000 $ pour la commune de Limete. Ce qui ne s'est jamais fait. Et avec ces 2 500 000 $, le bourgmestre de Limete peut construire toutes les maisons. D'abord en commençant par la maison communale, parce que la maison communale a été une propriété privée et n'est pas une propriété de l'État. Et regardez dans l'état où il est. Et on est capable, avec les 2 millions de $, de construire toutes les maisons des quartiers. Parce que regardez que certains quartiers, comme le quartier agricole que je fréquente aussi, vous allez voir un petit bout de bois qu'on a cloué sur un arbre, un manguier. On dit quartier agricole et le chef de quartier s'assoit en dessous du manguier pour pouvoir administrer son peuple. Et quand vous avez 800 000 habitants dans une commune et que vous avez 14 quartiers, voilà le nombre qu'il y a à pouvoir administrer par quelqu'un qui est assis en dessous d'un arbre qui s'est dit... chef de quartier. Voilà, c'est une idée géniale. Les bourgmestres, je ne sais pas en ce moment ce qu'ils font, on peut copier des bonnes idées. Et surtout que c'est prévu par la loi, n'est-ce pas? Mais pourquoi on n'applique pas? Pourquoi on n'applique pas un peu de paresse? L'accoutumance. Une paresse mentale, une accoutumance à quelque chose qui s'est fait de routine. On dit non, le budget... Je ne comprends pas, monsieur Fabien, excusez-moi d'insister là-dessus. Je ne comprends pas qu'un député national élu de Limete, par exemple, ou élu de Kinshasa, par exemple, qu'il aille voter un budget dans lequel il ne trouve pas le budget pour sa commune, donc pour son quartier et pour sa rue. Je ne comprends pas cette amnésie des non-responsables. Et moi, j'ai promis à la population de Moamba de parler pour eux. Député ou pas, je suis là pour parler d'eux. Quand je passe devant les mamans qui sont pauvres, qui me regardent comme s'ils me demandaient, parce que je passe peut-être dans une voiture ou peut-être mieux habillé que leurs enfants, c'est comme s'ils me disent, tu es responsable de la misère de la population, tu fais quoi? Et c'est pourquoi je parle. Je demande à ce qu'on puisse donner assez de moyens aux entités territoriales décentralisées, aux communes, pour que ces communes prennent en charge la population, parce qu'il est impossible que notre population soit prise en charge entièrement par le gouvernement central ou le gouvernement provincial. C'est pour cette raison que vous voyez qu'en Europe, quelqu'un peut quitter l'hôtel Matignon, il peut quitter l'Élysée, il peut quitter la mairie de Paris pour aller diriger une entité à la base à Poitiers, Poitou-Charentes, par exemple, même chez les Bretons, là, et tout simplement parce que la base là, c'est comme une petite république. Absolument. Ça doit une municipalité, c'est une petite république. Ça doit fonctionner comme ça. Avec un budget, avec des conseillers, avec un gouvernement local. Monsieur et Fabien. Puis, il y a la redevabilité. Chacun sait que ça quitte de ses devoirs. Monsieur Fabien, je suis tous les jours écœuré de voir que le chef de quartier, qui est le représentant du chef de l'État, dans ce quartier-là, c'est le parent pauvre. Et généralement, c'est des vieux déjà retraités qui ne savent plus rien faire. Au lieu de mettre l'énergie à la base pour qu'on s'occupe de la population, je pense que les gens sont distraits. Ça, c'est une première remarque et je demande à ce qu'on s'occupe de ça. Quand on parle de train de vie des institutions, parce qu'on devrait en parler, le train de vie de quelles institutions? La première institution de notre pays, c'est la famille, le père de famille. La deuxième institution de notre pays, c'est le chef des rues. La troisième institution, c'est la gestion du quartier. Avant même le quartier, il y a la localité.
Quand on parle du train de vie, c'est parce qu'on voit les chefs de l'État, on voit le gouvernement, on voit les députés nationaux. Des fois, même les députés provinciaux font 9 mois plus tôt sans être payés, rémunérés. Donc, quand je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut diminuer le train de vie des institutions, mais il faut compléter pour dire peut-être il faut prendre aux institutions nationales pour les répartir sur les autres institutions jusqu'au chef de la rue, afin que l'État soit fort à tous les niveaux. C'est notre rapport en tant que fédéraliste. Monsieur Mwamba, très bonne idée comme fédéraliste. Merci de votre contribution. Bon, voilà. Vous n'avez qu'à voir dans des ministères, frais de fonctionnement FF, là, ça ne souffre d'aucun retard. Mais l'administration de ces ministères, parents pauvres, du coup, ceux qui sont dans l'administration versent dans la corruption, fraude, ainsi de suite, magouille, pour vivre. Voilà. Et bonjour les dégâts. Voilà. On pourra en parler. Ce tableau, permettez-moi de terminer, ce tableau est en train de changer. Mais je voudrais en dernier lieu lancer un message. Oui. Je voudrais lancer un message à nos députés nationaux. J'ai vu un certain nombre de députés, un cartel de députés qui s'est constitué pour aller demander au ministre de Plan qu'on fasse un plan pour les communes, comme celui qui est fait pour les territoires. J'ai dit non, monsieur le député, soyons raisonnables. Je veux terminer par là. Oui. Le budget national, tant qu'il est déjà déposé par le gouvernement, ça devient... Ça entre le gouvernement, mais ça sort au Parlement, parce que le Parlement a l'autorité budgétaire. Ça ne sert à rien qu'un député aille chez le ministre pour demander qu'on puisse donner les moyens aux communes, pendant que lui-même, le député, a déjà reçu le budget pour le transformer. C'est pourquoi j'appelle aux députés nationaux qui vont bientôt examiner notre budget, qu'ils puissent tenir compte des entités territoriales décentralisées qui sont nos communes, parce que ce sont nos communes qui dirigent les quartiers, ce sont des quartiers qui englobent les localités, ce sont ces localités et ces rues dans lesquelles nous, peuple, nous vivons. Ça, c'est très bien dit comme proposition. Et le Sénat, SEBAC, en tant que l'émanation de province, le Sénat fait de cela son cheval de bataille. Attendons voir après l'Assemblée nationale ce que le Sénat va dire, mais il faudra qu'on écoute aussi beaucoup plus le Sénat cette fois-ci. Okay. Voilà. Ne soyez pas égoïstes, députés nationaux. Monsieur Mwamba, je vous remercie. Je vous aurai d'ici quelques jours, parce que les prévisions budgétaires sont sous examen à l'Assemblée, donc au Parlement, mais surtout avant l'entrée, le début ou la mise en pratique de 145 territoires développement à la base. Il faut qu'on en parle davantage, parce qu'il y a des choses à redire. Je vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée aussi aux téléspectateurs. Merci. Dans quelques instants, la suite.